m'appelle Megan Foster. J'ai 30 ans et j'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler dur et à économiser pour mon avenir. Après des années de discipline rigoureuse, j'avais amassé 150 000 $ d'économie, chaque dollar gagné à la sueur de mon front, mis de côté dans l'espoir d'un avenir stable. Je croyais que mes sacrifices m'apporteraient enfin sécurité et indépendance. Mais un dimanche soir, lors d'un dîner de famille, cet espoir s'est effondré. Mon frère a soudainement lâché une bombe. Il devait 100 000 $ de dettes de jeu et a exigé que je lui remette mes économies et que je co-signe un prêt immobilier pour le renflouer. C'est pour la famille, Megan, a-t-il insisté, sa voix chargée de justification, comme si toutes ces années de sacrifice n'avaient servi à rien. J'ai refusé. Mon avenir ne lui appartenait pas, mais mes parents se sont immédiatement retournés contre moi. « Tu nous déçois » m'a grondé mon père, le visage rouge de colère. La voix de ma mère était glaciale, ses yeux plissés. Imaginez ce que cela signifie pour nous tous. L'atmosphère était pesante, leurs mots résonnant comme la culpabilité. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté ferme et je suis parti, leurs accusations résonnant encore dans ma tête. 30 minutes plus tard, mon téléphone vibra. « Maman, signe les papiers de l'hypothèque pour lui ou ne reviens pas. » Son ultimatum était blessant, mais je n'ai pas fléchi. À minuit, les mains tremblantes, j'ai verrouillé tous les comptes communs auxquels il pouvait accéder. Au matin, mon téléphone affichait 21 appels manqués et des SMS furieux. La colère m'envahissait, m'accusant de trahison. Ce qui suivit me poussa à bout et me força à faire un choix qui allait bouleverser ma vie. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi, si vous étiez à ma place, sacrifieriez-vous votre avenir pour protéger votre famille ou resteriez-vous ferme pour vous protéger? Partagez vos réflexions sincères dans les commentaires. Je souhaite vraiment connaître votre point de vue. Ayant grandi dans la banlieue de Charlotte, notre famille semblait parfaite aux yeux de nos voisins. Mon père, cadre commercial, passait ses journées à conclure des contrats pour une compagnie d'assurance, toujours impeccablement organisée. Ma mère, comptable, tenait une comptabilité méticuleuse pour une petite entreprise du centre-ville. Son bureau était enseveli sous des feuilles de calcul. Mon frère, Brandon, de 3 ans mon aîné, était leur fierté, celui vers qui ils se tournaient toujours en premier. Aux yeux des autres, nous étions la famille modèle de la classe moyenne, 2 enfants, une maison propre, un monospace garé dans l'allée. Mais sous cette apparente simplicité, les choses étaient loin d'être parfaites, et je le savais depuis mon plus jeune âge. Petite fille, je me suis plongée dans mes études. Les chiffres étaient mon refuge. Leur logique, un réconfort auquel je pouvais me fier. En CM2, j'ai remporté un prix à un concours régional de mathématiques, un diplôme en main que je brûlais d'envie de montrer. J'imaginais le visage de mes parents s'illuminer de fierté. Mais ce jour-là, Brandon avait un match de basket, et ils ont préféré l'encourager depuis le bord du terrain. On le regardera plus tard, a dit ma mère au téléphone, d'une voix distraite. Ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Le diplôme a pris la poussière sur le plan de travail de la cuisine pendant des semaines. Ce n'était pas la première fois. Les matchs de Brandon, ses résultats scolaires, même sa moyenne générale passait toujours en premier. Leur voix s'élevait davantage pour lui, leur sourire s'élargissait à son arrivée. Au collège, j'ai cessé de rechercher leur approbation. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, mes notes, mes objectifs. Je passais mes soirées dans ma chambre à résoudre des équations ou à lire sur la gestion budgétaire, rêvant d'une vie où mes choix auraient un sens. Leur attention portée à Brandon me blessait moins lorsque j'ai tracé ma propre voie. Aux kermesses scolaires, je flânais seul entre les stands, bercé par les bavardages des familles et les rires des enfants. Les voisins ont cessé de vanter les mérites de notre famille unie, insensibles au vide que je ressentais. Ces pique-niques de quartier, avec les enfants courant dans les rues tranquilles et les parents partageant une limonade, masquaient le déséquilibre qui régnait à la maison. À l'adolescence, j'ai pris les choses en main. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie du quartier, à ranger les rayons et à appeler les clients après les cours. C'était un travail ennuyeux, des livres poussiéreux, des cartons lourds, mais il me donnait la liberté. Mon premier salaire, à peine 80 $, me parut une véritable fortune. J'ouvris un compte épargne à la banque du coin et y déposai chaque dollar que je pouvais me permettre. « Tu es si fiable », me dit la gérante de la librairie, des mots qui comptaient plus que tout ce que mes parents pouvaient dire. Je rentrais chez moi à vélo, traversant les rues tranquilles de Charlotte, longeant des pelouses impeccables, et ressentis une pointe de fierté. Ce travail m'avait prouvé que je pouvais construire quelque chose sans leur soutien. Brandon, quant à lui, semblait mener une vie facile. Il charmait ses professeurs par son humour vif et paraissait insouciant. Mes parents ne semblaient jamais s'inquiéter de ses devoirs inachevés ni de ses sorties nocturnes. « Brandon cherche encore sa voie », disait mon père, minimisant un énième retard au couvre-feu.
Je les ai entendus, à table, planifier de financer son dernier caprice, de nouvelles chaussures de basket, un camp d'été. Tandis que mes propres réussites, comme un contrôle de maths réussi, passaient inaperçues. Je n'en voulais pas entièrement à Brandon. Il avait été façonné par leur bienveillance. Mais je savais que je ne pouvais pas compter sur eux pour reconnaître ma valeur. Ces années à Charlotte m'ont façonné d'une manière que mes parents n'ont jamais comprise. Les fêtes scolaires, les pique-niques du quartier, les heures passées tranquillement à la librairie, tout cela m'appartenait. J'ai appris à définir mes propres exigences, à mesurer ma valeur par mes actes, et non par leur attention. Papa et maman voyaient une belle fille, mais je posais des fondations qu'ils ne comprendraient jamais avant qu'il ne soit trop tard. Au lycée, j'avais appris à me faire confiance. Les leçons de mon enfance, l'apprentissage de l'autonomie, m'ont poussé à poursuivre un avenir que je pouvais maîtriser. Je voyais l'université non pas comme une simple échappatoire, mais comme un moyen de construire quelque chose de solide. Mes notes étaient excellentes, ma concentration plus aiguisée que jamais. Je passais des nuits blanches à étudier, déterminé à trouver un moyen de m'en sortir. Mes efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai obtenu une bourse d'études complète à l'UNC Charlotte, un sésame pour étudier la finance sans devoir un sou à personne. Commencer l'université, c'était comme entrer dans un nouveau monde. Le campus de l'UNC Charlotte vibrait d'opportunités, et je m'y suis plongé à corps perdu. J'ai étudié la finance, attiré par sa logique et sa précision. Les cours d'investissement et de gestion budgétaire me donnaient l'impression de décrypter une langue que j'avais toujours rêvé de parler. Mais les bourses ne couvraient pas tout. Les manuels, les repas et le logement étudiant s'accumulaient rapidement. Refusant de demander de l'aide, j'ai accepté un emploi à temps partiel au service financier de l'université. Classer des documents ou mettre à jour des tableurs n'avait rien de glamour, mais cela me permettait de payer mes factures. Je travaillais l'après-midi, puis j'étudiais jusqu'à minuit, jonglant avec les équations et les notes de frais avec la même concentration. Mes collègues, pour la plupart des étudiants de master, remarquaient ma détermination. « Tu es infatigable », me dit l'un d'eux, mi-amusé, tandis que je vérifiais 3 fois un grand livre. Ce travail m'a appris plus que n'importe quel manuel. Chaque dollar gagné m'appartenait. Après 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury, sans aucune dette, un diplôme de finance en poche. Je n'ai pas pris le temps de fêter ça. Je pensais déjà à l'avenir. Le secteur financier en pleine expansion de Charlotte était le point de départ idéal. J'ai décroché un poste d'analyste financier junior dans une entreprise de taille moyenne en centre-ville, où je m'occupais des budgets. Le travail était exigeant, mais passionnant. Mon premier salaire, un peu plus de 2000 $, a été une véritable étape. J'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement et j'ai commencé à bâtir mon avenir, un dépôt après l'autre. Ma vie est devenue rythmée par la discipline. Je notais toutes mes dépenses dans un tableur, des pauses café au loyer. J'ai supprimé tout le superflu. Pas de dîner chic, pas d'achats impulsifs. Mon appartement était petit, un studio dans une résidence calme, mais c'était suffisant. Je cuisinais en grande quantité le dimanche et je congelais des portions pour gagner du temps et de l'argent. Chaque mois, je mettais de côté une partie de mon salaire et je suivais mes économies. À 25 ans, j'avais économisé 50 000 $, une somme qui me paraissait incroyable. J'ai commencé à expérimenter avec de petits investissements, des fonds indiciels, des obligations à faible risque, et j'ai appris les rouages du marché par l'expérience. Une collègue, analyste senior, m'a appris à décrypter les tendances du marché. La patience est une vertu, disait-elle, et elle m'a montré comment diversifier mes investissements. J'ai suivi ses conseils et j'ai veillé à limiter mes dépenses. Éviter les dettes était mon mot d'ordre. Je voyais mes collègues contracter des prêts automobiles ou accumuler les dettes de cartes de crédit, mais je m'en suis tenu à l'écart. J'ai acheté une berline d'occasion et j'ai économisé des milliers de dollars au fil du temps. Mes collègues se moquaient gentiment de ma frugalité et m'appelaient la reine des économies pendant la pause déjeuner. Je riais, mais cela m'était égal. Chaque choix, chaque café manqué, chaque investissement réfléchi me rapprochait de mon objectif. À la fin de ma vingtaine, mes économies atteignaient 150 000 $. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était la sécurité, la liberté, une vie que j'avais construite sans dépendre de personne. Le travail n'était pas qu'une question de salaire. J'adorais le défi d'analyser des données, de trouver des solutions et de présenter des solutions aux clients. Je passais des heures à peaufiner des rapports et à m'assurer de la précision de chaque chiffre. Mon patron a salué ma précision et m'a confié des projets de plus en plus importants. J'ai suivi des cours du soir pour obtenir des certifications et perfectionner mes compétences. En dehors du travail, je lisais des blogs financiers et j'écoutais des podcasts sur l'investissement. J'apprenais constamment. Ma vie était simple, mais axée sur le travail. Épargner, investir, recommencer.
Je ne courais pas après la richesse pour frimer. Je voulais des bases solides, inébranlables. Rétrospectivement, ces années ont été consacrées à prouver que je pouvais me débrouiller seul. Chaque soirée tardive au bureau, chaque dollar économisé, chaque compétence acquise était un pas de plus vers un avenir que je maîtrisais. Je ne savais pas alors à quel point ces bases seraient mises à l'épreuve, mais j'étais prête. Un dimanche soir, je suis arrivée chez mes parents pour notre dîner familial mensuel. Le rituel était familier. Le poulet rôti de maman, les anecdotes de papa sur son travail, le cliquetis des assiettes dans la salle à manger. Je me suis assise à ma place habituelle, m'attendant aux banalités habituelles. Mais ce soir-là, l'atmosphère était pesante, comme si quelque chose était sur le point d'exploser. Brandon était assis en face de moi, son sourire habituel absent, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Mes parents échangèrent un regard, le visage tendu. Je sentis le danger avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Au milieu du dîner, Brandon se pencha en avant, la voix basse mais pressante. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il, les yeux rivés sur moi. « Je dois 100 000 $ à cause de mauvais paris. Il me faut tes économies pour rembourser, et il me faut que tu te portes caution pour mon prêt immobilier. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Mes économies, 150 000 $ accumulés au fil des années de discipline, me traversèrent l'esprit. Je pris ma fourchette et me préparai au combat. « Non, » dis-je fermement. « Cet argent est pour mon avenir. Je ne peux pas. » Le visage de Brandon s'assombrit et sa mâchoire se crispa. « C'est grave, » insista-t-il. « C'est ma dernière chance de m'en sortir. » Mon père le coupa net. « Tu fais partie de la famille. On asset trade. » Mère hocha la tête plus doucement, mais avec obstination. « La famille avant tout. Tu as les moyens de le sauver. » Je secouai la tête, l'estomac noué. J'avais passé des années à me constituer une sécurité financière et à compter chaque centime pour éviter les dettes. Et voilà que Brandon, avec ses choix inconsidérés que je voyais depuis l'enfance, me donnait l'impression de tout jeter par les fenêtres. J'avais trop travaillé pour cet argent. Je ne vais pas risquer mon avenir à cause de ces erreurs, dis-je d'une voix calme malgré la chaleur qui montait en moi. Unsilenced peasant essence à table. Brandon frappa son assiette du poing, qui s'entrechoqua. Tu es égoïste, siffla-t-il. Tu te crois supérieur à nous, hein? Les yeux de maman s'écarquillèrent et elle voulut lui saisir le bras, mais il se dégagea. Papa assis pencha en avant, le visage rouge. Tu laisses ton frère se noyer, dit-il d'une voix basse et accusatrice. Je repoussai ma chaise et gratta le sol. Je ne suis pas responsable de ses dettes, répondis-je avec crainte. C'est lui qui a fait ses choix, pas moi. La voix de maman retentit, froide et définitive. Si tu ne l'aides pas, tu te choisis toi-même plutôt que ta famille. Ces mots m'ont blessé, mais je n'ai pas flanché. Je suis resté là, les mains tremblantes. Je choisis mon avenir, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. L'atmosphère était étouffante, leurs escaliers semblaient alourdis par le jugement. J'ai attrapé mon manteau et me suis dirigé vers la porte. Brandon m'a interpellé d'une voix amère. « Tu vas le regretter. » Je ne me suis pas retourné. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. « Signe les papiers ou ne reviens pas. » Mon cœur s'est serré, mais pas de doute. Son ultimatum était une trahison, une ligne rouge. J'avais passé des années à bâtir mon indépendance, et il voulait la détruire à cause de l'insouciance de Brandon. Je suis arrivé à mon immeuble. Mes pensées s'emballaient, mais étaient claires. Personne ne voulait toucher à mes économies. J'avais trop lutté, trop sacrifié. Leurs mots, devoir familial, résonnaient en moi, mais ils ne pouvaient pas me convaincre. Assise sur le canapé, j'ai repassé la soirée en revue. Less supplications desesperies de Brandon, la cholera de papa, less textos glacials de maman. Ils pensaient pouvoir me faire culpabiliser. Mais je n'étais plus l'adolescente en quête de leur approbation. J'étais une femme qui avait bâti sa vie, dollar après dollar, choix après choix. Leurs exigences n'avaient rien à voir avec la famille. Il s'agissait de contrôle. Je ressentais le poids de leur trahison avec une intensité douloureuse. Mais au fond, une flamme brûlait. J'en avais assez de me soumettre à leurs attentes. Mes économies, mon avenir, m'appartenaient et je devais les protéger, et je ne les laisserais pas me les prendre. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de 21 appels et SMS manqués. À mon réveil, l'écran s'est illuminé, les notifications s'accumulant. Le nom de papa est apparu en premier, sa messagerie vocale sèche et accusatrice. « Tu es égoïste », a-t-il dit d'une voix frustrée. « Ton frère a besoin de toi, et tu nous tournes le dos. » J'ai supprimé le message, le cœur serré. Mais d'autres continuaient d'arriver. Les textos de maman étaient incessants, chacun plus lourd que le précédent. Les sacrifices de la famille les uns pour les autres, disait l'un d'eux.
Tu nous déchires, disait un autre. Je fixais ces mots, leur culpabilité pesant comme un fardeau. Je m'attendais à une certaine résistance après le dîner, mais c'était une véritable tempête. Puis j'ai remarqué quelque chose de pire. Une notification par courriel de ma banque signalait plusieurs tentatives de connexion infructueuses sur un vieux compte commun que je n'avais pas utilisé depuis des années. Mon cœur s'est emballé. Ce compte, vestige de mon adolescence, m'avait autrefois lié à Brandon pour les dépenses familiales. Je me suis connecté, j'ai serré sa main et j'ai regardé les horodatage tard la nuit dernière, quelques heures seulement après avoir quitté leur maison. Brandon, ai-je pensé, et ma mâchoire s'est crispée. Il avait toujours été insouciant, mais là, il avait touché le fond. J'ai changé mon mot de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et verrouillé tous mes comptes. Mes économies, mon avenir, m'appartenaient, et je ne laisserai personne y toucher. En manque d'air, j'ai appelé ma meilleure amie Tara et nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Le silence régnait, l'odeur du café moulu m'enveloppait tandis que je lui racontais mon histoire. Tara m'écoutait, le regard fixe, sa main posée sur la mienne. « Tu as trop travaillé pour les laisser te prendre ça », a-t-elle dit doucement. « Tes économies sont ton filet de sécurité, pas leur solution. » Ces mots ont été une bouée de sauvetage qui a dissipé le brouillard de la culpabilité. Elle n'a pas cherché à imposer de solution ni à me juger. Elle est simplement restée là, à mes côtés. Sa présence me rappelait que je n'étais pas seule. « Tu es plus forte qu'il ne le pense », ajouta-t-elle en me serrant la main. J'acquiesçai avec gratitude, une lueur de détermination m'envahissant. Plus tard dans la journée, mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de ma cousine Monica. Brandon s'était endetté avant qu'elle n'écrive. Il avait épuisé les économies de tante Linda et emprunté à oncle Marc. Ils ne te l'ont jamais dit parce qu'ils pensaient que ça te bouleverserait. Ça faisait mal. Le problème de jeu de Brandon n'était pas nouveau. C'était une habitude que mes parents avaient entretenue pendant des années. Le message de Monica continuait. Ils l'ont déjà sauvé 2 fois. Ne les laisse pas te faire porter le chapeau. Ces mots me transpercèrent, révélant une vérité que je n'avais qu'entrevue. Ma famille ne se contentait pas de demander de l'aide. Ils comptaient sur moi pour réparer les dégâts qu'ils avaient contribué à créer. Les appels et les SMS ne cessèrent pas. Papa laissa un autre message vocal, sur un ton plus froid. « Tu es en train de détruire cette famille », répéta-t-il, reprenant les mots de maman. Maman envoya un autre SMS. « Réfléchis à ce que vous nous faites. » Leurs mots s'accumulaient, chacun portant un coup à ma détermination. Je me sentais piégée, prise entre leurs attentes et mon besoin de me protéger. J'avais passé des années à bâtir mon indépendance, de mon premier salaire à la librairie à ma carrière d'analyste. Céder maintenant, c'était tout faire basculer. Mais la pression étouffait leur voix, un martèlement incessant dans ma tête. Assise dans mon appartement, je fixais mon ordinateur portable, mes comptes bancaires désormais protégés par de nouveaux mots de passe. Je repensais aux paroles de Terrara, à l'avertissement de Monica et à la vie que j'avais construite. Charlotte, autrefois mon foyer, me semblait une cage qui se refermait sur moi. Pour la première fois, je me suis autorisée à imaginer partir, recommencer à zéro ailleurs, où mes choix m'appartiendraient entièrement. L'idée était terrifiante, mais elle a allumé une flamme en moi. Je n'étais pas prête à me décider, pas encore, mais l'idée d'un nouveau départ a germé. Je m'étais trop battue pour les laisser me replonger dans leur chaos. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face à ma façon. Mercredi, les exigences de ma famille m'ont étouffé. Mon téléphone vibrait de notifications, mais cette fois, ce n'était pas seulement des appels ou des SMS. Brandon avait publié un long message virulent sur les réseaux sociaux, m'accusant d'avoir abandonné notre famille. Elle a l'argent, mais elle ne veut pas aider son propre frère. Ces mots dégoulinaient de ressentiment. La publication s'est rapidement propagée, aimée et partagée par des parents éloignés et d'anciens voisins. Les commentaires ont afflué de connaissances que je n'avais pas vues depuis des années, me traitant de froide, d'égoïste et de déloyale. Comment as-tu pu laisser ta famille souffrir ? L'un d'eux a écrit. J'ai eu la nausée en lisant le poids de leur jugement. Je n'ai pas répondu. M'en mêler n'aurait fait qu'empirer les choses. Cet après-midi-là, j'ai entendu frapper sèchement à la porte de mon appartement. J'ai ouvert et j'ai vu mes parents, le visage grave. « Il faut qu'on parle », a dit mon père en passant devant moi sans attendre d'invitation. Ma mère a suivi son regard rouge, un dossier de papier à la main. Ils se sont assis sur mon canapé, l'atmosphère chargée de tension. « Tu dois être là pour signer ce prêt immobilier pour Brandon », a dit mon père d'un ton ferme en me tendant les documents. C'est le seul moyen de le sauver. La voix de ma mère tremblait lorsqu'elle a ajouté. « On est une famille. On est soudés quoi qu'il arrive. » J'ai fixé les papiers, le cœur battant la chamade. Mes économies, des années de discipline ont défilé devant mes yeux.
Je ne peux pas faire ça, ai-je dit en repoussant le dossier. Je ne vais pas risquer mon avenir. Le visage de papa s'y transforma. Tu es ingrate, siffla-t-il en se levant. On t'a élevé, on t'a tout donné, et maintenant tu nous tournes le dos. Maman prit ma main, d'un ton suppliant. S'il te plaît, pour le bien de notre famille, ne nous sépare pas. Ces mots me blessèrent, mais je retirai ma main. Ce n'est pas une question de famille, dis-je d'une voix calme. Il s'agit des choix de Brandon, pas des miens. Un silence pesant s'installa dans la pièce, leur colère et leur désespoir pesant lourdement. Papa se leva et me pointa du doigt. Tu vas le regretter, dit-il avant de sortir en trombe. Maman s'effondra, le dos courbé. Je restai assise seule, le silence assourdissant. Soudain, mon téléphone sonna. Un courriel allait tout changer. Il venait de mon collègue James, qui avait récemment rejoint une société financière à Austin. Nous recrutons des analystes seniors, écrivait-il. Salaire plus élevé, aide à la relocalisation et un nouveau départ. Tu serais parfaite pour ce poste. Je l'ai lu 2 fois. Des mots porteurs d'espoir. Austin, une ville loin du poids de Charlotte, loin des exigences de ma famille. Le salaire était presque le double de mon salaire actuel, avec une prime à la signature pour couvrir les frais de déménagement. Je me suis assise et j'ai laissé cette opportunité mûrir en moi. C'était comme une bouée de sauvetage, une chance de m'émanciper. Tard dans la nuit, mon téléphone a sonné. Le nom de Brandon s'affichait. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Tu nous trahis » a-t-il crié, la voix rauque de colère. « Tu te crois au-dessus de nous, hein? Tu t'enfuis avec ton argent pendant que je me noie. » Ces mots s'arrêtèrent net, mais je les avais déjà entendus. « Je ne suis pas la solution, Brandon, » dis-je d'une voix calme mais ferme. « C'est toi qui as causé ça. Débrouille-toi. » Il jura, trembla, mais je levai les mains fermement. J'en avais assez d'être leur bouc émissaire. Le lendemain matin, ma décision était prise. Je répondis à James et acceptai le poste à Austin. Le choix n'avait pas été facile. Quitter Charlotte signifiait quitter tout ce que je connaissais, de mon appartement à ma routine. Mais c'était aussi synonyme de liberté. Une vie où mes économies, mon avenir, m'appartiendraient. Je commençais à chercher un appartement à Austin, imaginant une nouvelle skyline, de nouvelles rues, un nouveau départ. Les paroles de ma famille, ingrates et égoïstes, résonnaient encore, mais elles ne me retenaient plus. J'avais construit ma vie selon mes propres conditions et j'étais prête à franchir le pas, quoi qu'ils en pensent. 2 semaines plus tard, je descendais de l'avion à Austin. La chaleur de la ville m'enveloppa. Un contraste saisissant avec le lourd passé de Charlotte. J'avais fait mes valises légères, laissant derrière moi les vieux liens et les doutes. Derrière moi, mon nouveau poste avec James dans une élégante firme financière du centre-ville m'attendait, et j'étais prête à m'y plonger. Le bureau vibrait d'énergie, avec ses murs de verre, ses bureaux ouverts et une équipe disséquant les tendances du marché. J'ai commencé comme analyste senior, traitant des données pour optimiser les portefeuilles clients. Mon premier projet, la rationalisation du budget d'une start-up technologique, a valu à James les éloges de James. « Tu es doué », m'a-t-il dit en me tapotant l'épaule. J'ai excellé dans ce défi, ma confiance grandissant à chaque tableau Excel bien ficelé et chaque présentation percutante. En dehors du travail, Austin vibrait d'énergie. J'ai rencontré ma collègue, Kelly, lors d'un after-work. Son rire communicatif et sa conversation décontractée ont fait d'elle une amie instantanée. Elle m'a invité à un festival de food truck au lac Lady Bird, où des guirlandes lumineuses illuminaient les stands bondés. Nous avons partagé des tacos et des boissons fraîches, la musique et la conversation dissipant mes tensions. Cette ville a une âme, a dit Kelly en souriant tandis que nous nous frayions un chemin dans la foule animée. J'ai participé à des événements locaux, avec ses promenades artistiques, ses soirées musicales, et j'ai ressenti un véritable sentiment d'appartenance. Je n'avais rien ressenti de tel depuis des années. L'énergie d'Austin, de ses rues animées à son charme atypique, m'a irrésistiblement attiré. Mais le passé persistait. J'ai commencé une thérapie avec la docteure Margaret Cole, une femme calme et perspicace dont le cabinet donnait sur le fleuve Colorado. Au cours de nos séances, j'ai démêlé la culpabilité et la manipulation liées à ma famille. Ils vous faisaient croire que vous étiez responsable de leur choix, m'a dit la docteure Cole d'une voix posée. Vous avez le droit de choisir. Ces mots m'ont aidé à comprendre leurs exigences. Les dettes de Brandon. La pression de mes parents, qui cherchaient à me contrôler. Chaque séance allégeait le poids que je portais et le remplaçait par de la clarté. J'ai commencé à me pardonner de m'être abandonné, d'avoir refusé d'être leur solution. Un soir, Tara a appelé de Charlotte. « Comment se passe ton séjour à Austin ?» m'a-t-elle demandé d'une voix enjouée. Nous avons parlé de ma nouvelle routine, du bureau, des festivals, de mon petit appartement avec vue sur le centre-ville.
Tu as l'air heureuse, a-t-elle dit en riant tandis que je décrivais l'obsession de Kelly pour les food trucks. La conversation s'est déroulée sans encombre. Pas de conseils maladroits, juste le réconfort d'une amie qui prenait de mes nouvelles. J'ai apprécié. Sa voix, un petit fragment de mon ancienne vie, mais un fragment qui ne me retenait pas. Je construisais quelque chose de nouveau, et l'appel de Tera m'a rappelé que je pouvais garder le contact sans être prisonnière. Puis un message de Monica Stark est arrivé, et j'ai dégringolé. Les problèmes de jeu de Brandon avaient empiré. Elle a écrit « Il est encore plus endetté maintenant. Tes parents ont rénové leur maison pour y faire face, mais ils ont du mal à payer. » Mon cœur s'est serré, non pas de culpabilité, mais face à l'inévitabilité de la situation. Maman et papa avaient choisi de nouveau de laisser de l'espace à Brandon, ce qui les rabaissait encore davantage, a ajouté Monica. Ils ont déjà du mal à payer les factures. J'ai fixé le message, la réalité de leur choix commençant à s'imposer à moi. J'avais protégé mes économies, mon avenir, mais leur chemin leur appartenait. J'ai écrit une brève réponse. Merci de me l'avoir dit, et j'ai raccroché. Austin devenait ma maison. Je randonnais sur les sentiers du parc Zilker le week-end, la silhouette de la ville scintillant au loin. Au travail, je prenais en charge des projets plus importants, j'encadrais de jeunes analystes et j'animais des réunions clients. Les séances avec le Dr Cole m'ont donné les outils pour faire le point sur le passé, ce qui m'a permis de me concentrer sur le présent. Kelly m'a traîné à un cours de salsa où nous avons tâtonné dans les pas et ri aux éclats. Ces moments passés en ergothérapie avec des amis ont créé une vie qui me ressemblait. Je ne fuyais pas Charlotte. Je construisais quelque chose de mieux, quelque chose que j'avais mérité. 6 mois après mon arrivée à Austin, je me tenais sur mon balcon, contemplant la ville. La silhouette de la ville scintillait sous le ciel nocturne, me rappelant le chemin parcouru. Isoler ma famille n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Les exigences de mes parents, les dettes de Brandon, leur pression m'avaient autrefois enchaîné aux dettes. À Austin, je me sentais enfin libre. Mes journées étaient pleines de sens. Mon travail était florissant, mes amitiés s'épanouissaient et je construisais une vie en accord avec mes valeurs. Le poids de leurs attentes ne me définissait plus. Et pour la première fois, je me sentais vraiment épanoui. Un message de Monica m'annonça des nouvelles de la maison. Brandon est dans une situation critique, écrivit-elle. Ses créanciers le poursuivent pour dettes impayées. Tes parents n'ont pas remboursé leurs prêts immobiliers et les banques menacent de saisir leur maison. Ces mots me blessèrent, mais pas par culpabilité. Je les avais prévenus qu'ils refusaient de leur laisser le choix. Mes parents avaient encore une fois choisi de renflouer Brandon et devaient maintenant en assumer les conséquences. Le message de Monica se terminait simplement. « Je suis désolé que vous en soyez arrivés là. » Je répondis, ils ont fait leur choix. Leurs difficultés me pesaient, mais je ne voulais pas porter leur fardeau. J'ai trouvé un nouveau sens à ma vie en faisant du bénévolat dans un centre communautaire local, où j'animais des ateliers de gestion financière pour adolescents. Chaque samedi, je me tenais devant un groupe de lycéens et je partageais des leçons sur la gestion budgétaire, l'épargne et comment éviter les dettes. Leurs questions enthousiastes au comment économiser pour les études supérieures, comment repérer les pièges financiers, ont fait naître une étincelle en moi. Je me reconnaissais en eux, plus jeune, naviguant dans un monde qui n'apprend pas toujours à s'affirmer. Les aider, c'était comme guérir une blessure intérieure, leur transmettre les outils que j'avais appris à la dure. Une élève, une jeune fille discrète nommée Sarah, m'a remercié après le cours. « Je veux être aussi indépendante que toi », m'a-t-elle dit. Ces mots m'ont marqué, me rappelant que mon parcours pouvait inspirer d'autres personnes. Avec le recul, j'ai compris que poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de survie, de protection de mes économies. Mon avenir a été le choix le plus difficile que j'ai jamais fait, mais c'était le bon. La vraie famille ne vous demande pas de renoncer à votre valeur. Elle vous soutient. Respectez vos limites. Mes parents et Brandon voulaient que je répare leurs erreurs, mais j'ai choisi de me prendre en main, et ce choix m'a permis de construire une vie dont je suis fier. Austin m'a appris que je pouvais réussir sans leur approbation, le fait que ma valeur ne dépende pas de leurs besoins. Merci de suivre mon histoire. Votre soutien est précieux. Partager ces moments n'est pas facile, mais savoir que vous êtes là, à l'écoute, me donne tout son sens. Si vous avez subi des pressions familiales, partagez votre histoire en commentaire et inspirez les autres à trouver leur force. Abonnez-vous pour me suivre dans cette aventure. Continuons d'apprendre, de grandir et de nous affirmer.